Bienvenue dans Arts et Métiers, le podcast qui révèle l'humain derrière chaque métier. Chaque dimanche soir, plongez dans le quotidien et l'histoire de celles et ceux qui font vivre nos métiers des plus discrets aux plus fascinants. On les repère de loin avec leur croix verte allumée jour et nuit. On y entre pour une ordonnance, un conseil, parfois en urgence. Mais derrière le comptoir d'une pharmacie, il ne s'agit pas seulement de remettre un médicament, il faut comprendre une situation, rassurer, ajuster, suivre dans le temps. Les pharmaciens prêtent eux aussi un serment, celui de Galien, un engagement à soigner, à conseiller et à ne pas nuire. Entre pharmacie de quartier et soupçon de Big Pharma, voici ce que c'est être pharmacienne. Bonjour, je m'appelle Adila, je suis pharmacienne d'officine depuis 10 ans. Comment êtes-vous devenue pharmacienne, Adila ? Alors, en fait, au départ, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais à la base faire médecine. Après, j'ai fait donc le concours commune aux médecins, aux pharmaciens, aux kinés, aux sages-femmes. Et j'avais pas réussi à avoir médecine. Donc, du coup, j'ai basculé sur pharmacie. Parce que j'aimais bien aussi la chimie. Et donc, je me suis dit que pharmacie, ça correspondait bien. Et quand vous avez commencé ce métier dans la pharmacie, est-ce qu'il y a eu un moment décisif où vous vous étiez dit que vous aimiez faire ça ? Oui, c'est lorsque on nous a dit à la fac que les pharmaciens pouvaient faire ce qu'on appelle des entretiens avec des patients. Mm-hmm. Donc là, c'est plus axé sur le suivi du patient, ses prises de médicaments, voilà, s'il arrive à prendre correctement ses médicaments, s'il a des difficultés, s'il pense que ces médicaments lui conviennent, parfois c'est trop. Donc là, c'est vraiment, je me suis dit, oui, c'est bon, c'est fait pour moi en fait. C'est vraiment cette partie entretien et suivi des patients. Ok. Et justement, sur la partie très concrète du métier de pharmacienne, moi j'avais une question. Je suis fascinée par les tiroirs de la pharmacie qu'on voit s'ouvrir et se fermer. Pouvez-vous nous expliquer ce mystère? Comment fonctionne-t-il? Alors en fait, c'est simple, c'est des tiroirs où on range en fait les médicaments suivant leur forme. Si ce sont des comprimés, si ce sont des sachets, si ce sont des sirops. Et après, on range par ordre alphabétique et on a donc les médicaments et leurs génériques qui sont à côté. Voilà, c'est vraiment ça, il n'y a pas de mystère particulier. Mais... Et comment ça se passe quand un patient vous tend une ordonnance? Qu'est-ce qui se passe sur votre écran à vous et comment est-ce que le médicament arrive jusqu'à nous? C'est une très très bonne question parce que c'est vrai que les patients sont d'un côté du comptoir et voient pas ce qui se passe derrière et c'est vraiment une question intéressante. En fait, déjà, dans un premier temps, je vais lire la carte vitale et je vais poser la question au patient: est-ce que le traitement est bien à vous? Donc après, ça va me permettre après d'avoir d'autres questions. Ensuite, je regarde son historique pour voir s'il n'y a pas de changement de traitement. Ensuite, une fois que j'ai fini de regarder l'historique, je lui pose la question s'il a des allergies à des médicaments. Et ensuite, là, je vais commencer à aller chercher les médicaments. Après, je vais commencer, donc je vais chercher les médicaments, pardon. Et après, je vais faire la partie administrative, enregistrement de mutuelle, prise de numéro de téléphone. Mais avant tout ça, avant cette partie administrative, c'est vraiment des questions fondamentales. Et est-ce qu'il y a eu un changement de traitement? Est-ce que vous avez des allergies à un traitement? Et est-ce que c'est votre traitement à vous? D'accord. Et ensuite, vous cliquez sur un bouton et les tiroirs magiques s'ouvrent. Exactement. Exactement. Mais vous savez, il y aura de moins en moins de tiroirs dans la nouvelle pharmacie. Et on a des robots maintenant. Il y a des pharmacies qui sont des robots, des automates qui rangent pour nous. Non. Des petits esclaves qui nous rangent. Et ouais, exactement pour nous. Donc on aura de moins en moins de tiroirs maintenant. Et comment vous le vivez-vous, ça? Est-ce que les tiroirs vont vous manquer ou vous voyez bien travailler avec un robot? Alors, moi, je trouve que quand on est étudiant, qu'on soit étudiant en pharmacie ou apprenti préparateur, parce que dans la pharmacie, il y a le pharmacien, mais il y a aussi les préparateurs, qui ont quand même un rôle assez même important. Le tiroir, c'est un très bon moyen. Parce que ça nous fait la gymnastique. Ok, je sais repérer des comprimés, je vois les comprimés, je vois ce que c'est qu'un sirop, je vois ce que c'est que des sachets, des poudres, etc. Et une fois qu'on a fini cette phase d'apprentissage, le robot, c'est 1000 fois mieux. Voilà. Et comment on en parlait justement dans la partie
entretien avec les patients qui vous intéressait beaucoup. Comment arrivez-vous à faire la différence entre une demande bénigne et un vrai signal d'alerte médicale? Parce qu'en fait, vous êtes, vous les pharmaciens, la plupart du temps, en fait, entre deux portes, entre le patient et le médecin. Et donc, comment arriver à dénicher les signaux d'alerte? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que les patients aussi ont un peu du mal à comprendre que, voilà, nous, il y a des choses qu'on peut prendre en charge en pharmacie et il y a des choses que on ne peut plus prendre en charge. Et bien, en fait, ça, c'est à la fac et même on a des sites de l'ordre, des sites de l'ANSM, vraiment des sites qui sont très, qui sont spécialisés, qui nous disent, voilà, on a une sorte de questions à poser. Et si le patient répond oui à une de ces questions-là ou non, eh bien, on sait que c'est plus de notre ressort et on doit le faire consulter. Voilà. Par exemple, pour les yeux, pour un exemple, si le patient présente des douleurs, s'il voit que son champ de vision a rétréci, que la lumière le gêne, ben là, on sait que c'est plus de notre ressort et qu'on doit lui demander d'aller consulter. Même si je sais que c'est très dur pour les patients d'aller consulter parce qu'on a de moins en moins de médecins et de moins en moins de spécialistes, mais il faut vraiment savoir que quand le pharmacien ou son préparateur dit que ce n'est plus possible, ben c'est plus possible. Justement, en parlant de trucs qui ne sont plus possibles, est-ce qu'il vous arrive de refuser de délivrer un médicament? Et comment est-ce qu'on arrive à le faire sans que la personne en face se braque? Alors oui, ça m'est déjà arrivé de refuser une dispensation. Franchement, après, je dirais que c'est... et c'est une bonne question parce que à la fac, on nous montre, voilà, le médicament, on a l'aspect scientifique, les entretiens, mais on a très peu cette posture à adapter, ces comportements à avoir face à des patients qui sont particuliers. Et là, le patient à qui on refuse devient un patient particulier parce qu'on lui a dit non, on justifie. Voilà, non, on ne peut pas délivrer ce médicament parce que depuis un certain temps, il nous faut une carte vitale, il nous faut une ordonnance particulière. Après, voilà, le patient va forcément, il a perdu du temps, entre guillemets, chez le médecin à avoir le médicament. Et moi, je lui dis non. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de facile à encaisser. On reste le plus informatif, possible, limite scientifique. On met pas d'émotion. Et après, on doit savoir clôturer le discours. Et donc, à ce moment-là, soit je rends la carte vitale, je rends la feuille pour dire voilà, je ne pourrais plus aller de l'avant. Et donc à ce moment-là, ce sont des signes que le patient doit comprendre que je dispense plus. Après, vraiment, pour pas que la personne se braque, je pense que je dois pas mettre d'émotion. Je dois pas dire non en m'énervant ou ou juste non sans justifier. Je pense que ce qui pourrait braquer le patient, c'est si je ne justifie pas. Je pense que c'est ces deux choses-là à ne pas faire. Et en général, les ordonnances que vous pouvez refuser, j'imagine qu'elles concernent des traitements assez lourds, type somnifères, tramadol ou autres médicaments assez lourds en fait. Tout à fait. C'est très bien parce que concernant le tramadol, par exemple, en mars 2025, on a eu une loi disant que le tramadol et ses génériques et d'autres médicaments qui en contiennent devaient être délivrés dispensés sur une ordonnance particulière. Donc on a eu une période, on va dire, où le temps de s'habituer et à un moment donné, il fallait dire non. Et là, ouais, c'est vrai que ça a été un petit peu dur. Effectivement, ce sont les médicaments, donc comme vous avez énoncé, des somnifères, puisque ce sont des médicaments qui ne sont pas anodins. Tramadol, parce qu'il y a un risque de dépendance. Il y a aussi, parce qu'il y a eu, vous savez, un engouement sur tout ce qui est les médicaments antidiabétiques de type 2, Ozempic. Il y a eu une mode là-dessus sur l'Ozempic. C'était une mode TikTok où des personnes prenaient de l'Ozempic pour pouvoir maigrir. Et donc, du coup, ce médicament-là, qui était de base destiné aux diabétiques de type 2 en surpoids, il a été détourné, ce qui fait qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées sans médicaments. Et donc, à ce moment-là, pour nous, en tant que pharmaciens, ça a été très compliqué à cette période-là de dire que on n'a pas de médicaments, mais pourquoi on n'a pas de médicaments? Parce que à cause de ça. Et donc, on a eu des fausses ordonnances. Et là, il a fallu effectivement dire non, non, non. Et depuis cela, maintenant, les médecins sont obligés de remplir un formulaire pour justifier que ce patient-là a vraiment besoin de ce médicament-là. En fait, il faut avoir dans tête que chaque médicament a son indication, mais il peut avoir une indication détournée. Chaque médicament. Donc, c'est ça.
Ouais. Et justement, en parlant d'indications et de contre-indications, est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes que les patients font avec le traitement que vous voyez tous les jours ou que vous voyez souvent? Alors, erreur. Souvent, je vois pas tant que ça. Moi, c'est surtout les patients qui me disent, parce que moi, comme je suis nouvelle, je sors de la fac, donc j'ai un peu la partie, on va dire, un peu cette prétention, c'est de quand on sort de la fac, de pouvoir étaler son savoir au monde entier. Et en fait, j'ai toujours cette question, oui, est-ce que ça se passe comment avec votre traitement? Et je pense que tous les pharmaciens devraient le dire. Ça se passe comment avec le traitement? Et vous avez des patients qui vous disent, oui, mais moi, je le prends depuis 25 ans. Et quand vous leur posez la question, comment vous prenez ce médicament-là en particulier? Et vous voyez que c'est souvent mal pris. Et c'est vraiment, sans me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, vraiment, c'est souvent mal pris. C'est peut-être parce que la personne, elle pense savoir son médicament, mais elle ne sait pas comment le prendre. D'autres encore, c'est quand on leur pose la question, alors ce médicament-là, pourquoi il vous a été prescrit? Ils savent pas, mais c'est le médecin qui a prescrit, donc c'est forcément une indication, donc ils le prêtent. Donc c'est plutôt ça que je vois. Après, je vois aussi des personnes qui ont eu un médicament et qui vont aller le conseiller à quelqu'un d'autre. Donc pour moi, oui, ce sont des erreurs, mais c'est pas une erreur que je pourrais voir exactement. C'est pas quelque chose que je verrais tous les jours. C'est des choses que j'entends et qui me marquent, mais voilà, et que moi je considérais comme une erreur. Mais pas tous les jours, donc je m'en pose. Donc c'est. À part le Doliprane, est-ce qu'il y a des médicaments qui sont un peu vos marronniers et qui reviennent tout le temps? Ah non, mais si vous m'enlevez le Doliprane, du coup. Je dirais de la même famille, tout ce qui est anti-inflammatoire qui peuvent être donnés sans ordonnance, oui. Tout ce qui est pour les troubles digestifs, c'est vraiment des choses que j'en vois souvent. Mais là, maintenant, vous m'avez enlevé ma réponse. Je vais plus rien vous dire là au mot. J'ai fait un contre-non. Exactement. Ouais, je dirais plutôt ça, ouais. Anti-inflammatoire et pour le système digestif. Vous étiez encore étudiante, je pense, mais oui. Pouvez-vous nous raconter votre vécu du confinement et de comment ça a changé en fait le travail le travail et la vie dans une pharmacie? Alors oui, c'est vrai que nous on faisait partie des professionnels de santé on était obligés d'aller travailler. Franchement, c'était une période il y avait du bon comme il y avait du moins bon. On a remarqué que durant la période de Covid, et même ça c'est resté après la période Covid, les patients sont devenus de plus en plus exigeants. Ils veulent leur traitement, il n'y a pas le temps de poser des questions, ils veulent le traitement comme c'est dit maintenant, tout de suite, et puis voilà. Ça, je l'ai beaucoup senti pendant la période de Covid et après. Nous, on a été beaucoup sollicités. On a été entre les tests antigéniques, la mise en place des vaccinations, la distribution des masques. Au début, c'était très compliqué. On a été beaucoup sollicités, donc c'est vrai que psychologiquement, peut-être que ça nous a impacté. Moi, je l'ai pas trop senti parce que j'ai vécu la chose en fait. C'était plutôt la fatigue qui est venue après la période, mais durant la période, en fait, c'était tellement le rush que on se sent pas. C'était plutôt ça. Ensuite, on n'était pas forcément sous-effectif. Parce il y avait d'autres étudiants, il y avait il y avait des préparateurs. Le personnel, ça allait, mais c'était plutôt, au niveau des patients, j'ai vu qu'il y avait un changement. Est-ce que vous avez vu une évolution dans le rapport qu'ont les gens avec les médicaments et à l'automédication ces dernières années? Totalement. Regarde, tiens, en parlant de situations intrigantes, je travaille aussi les dimanches dans une autre pharmacie et j'ai eu ce cas-là, c'était vraiment improbable, d'une dame qui est venue à la pharmacie pour un désinfectant et elle me dit oui, j'ai vu sur internet le nom du désinfectant et moi j'arrive avec mon flacon de désinfectant, donc la molécule c'est chlorhexétine et je lui dis c'est la chlorhexétine et elle me fait mais vous savez que vous êtes très intelligente parce que c'est exactement ça qu'il met sur Internet. C'est-à-dire qu'avant, les gens regardaient sur Internet, venaient nous demander si c'était bien ou pas et après prenez. Mais maintenant, c'est si vous dites la même chose qu'Internet, ça veut dire que oui, c'est bon, vous avez votre diplôme de pharmacien, c'est bon, vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance. Alors que c'est
pas du tout ça. Admettons que j'étais venue avec un autre antiseptique, et ben là, elle m'aurait pas prise en considération. Elle m'a dit non, moi je vous crois pas, je ne pense pas que ce que vous dites est juste. Moi je veux celui-ci. Et s'il n'était pas compatible pour elle, ben je pense pas que j'aurais été en mesure de lui faire changer d'avis. J'en ai encore un autre. Vraiment, c'était en fait une personne qui a posé une question sur ChatGPT par rapport à ses symptômes. Et donc du coup l'application lui donne plusieurs pistes, et elle vient me voir en me disant voilà, moi j'ai ça, moi ce que je veux c'est ça. Donc du coup je lui repose des questions pour être sûre de ce qu'elle a besoin. Elle me fait non mais c'est bon, moi j'ai déjà demandé, moi je veux ça et il faut me le donner. Donc voilà, c'est vraiment sur l'automédication. Maintenant, on peut plus poser de questions, on donne vraiment. On a changé. Moi, je me rappellerai toujours. En fait, au début, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé dans une pharma et il y avait une patiente qui était au téléphone et qui me dit oui, attends, je suis avec la caissière. Vraiment, mon ego d'étudiante en pharmacie, on a pris un coup. Mais au début, voilà, j'étais vraiment assez énervée. Je me suis dit bon, quand même, il écrit étudiante, un peu de respect. Et je comprenais pas pourquoi. Mais maintenant, je comprends mieux. Parfois, j'ai vraiment l'impression qu'on est pris pour juste des personnes qui vendent plus que pour un professionnel de santé. Et vous aviez évoqué un truc que je trouve intriguant. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait travailler dans différentes pharmacies. Ouais. Donc, comment ça se passe? Donc, vous pouvez en cumuler jusqu'à combien? C'est une question d'emploi du temps, ou est-ce que vous avez un statut où c'est vous qui fixez vos propres heures et les pharmacies où vous travaillez? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a une où si vous travaillez pas du tout dans une pharmacie fixe, vous faites appel à des boîtes d'intérim et elles vous placent. Et que vous soyez par contre dans une pharmacie fixe ou en intérim, on ne doit pas dépasser 42 heures par semaine, je crois. D'accord. Je crois que c'est ça. Ouais, si je me souviens bien, c'est ça. 42 heures par semaine. Donc moi, j'essaie de le répartir sur la semaine. Donc je fais la pharmacie ici, mais je fais pas beaucoup d'heures ici. Et je travaille aussi les dimanches. J'aime beaucoup travailler les dimanches. Je trouve que les patients sont beaucoup plus cool. Vous avez pas de commandes, vous avez pas comme vous voyez là les cartons qui sont en train de s'empiler, ça. Vous avez aucune commande le dimanche. C'est vraiment plutôt du conseil des ordos. Donc là, on se sent vraiment professionnel de santé, quoi. Et jamais je n'aurais imaginé que ce serait le dimanche la journée la plus cool, parce que j'imagine que ce sont les personnes qui ont une douleur un peu plus, ou une migraine ou autre, et qui ont besoin d'un médicament à l'instant T. Mais c'est vrai qu'il y a moins de commandes. Ça m'avait jamais marqué, parce que je me souviens surtout de journées où j'avais une migraine horrible et où je cherchais sur Google la première pharmacie ouverte pour y courir. C'est vrai, exactement. C'est vrai le dimanche, on gère beaucoup plus d'urgences. Ça, c'est totalement vrai. Mais je trouve que même si ce sont des urgences, on va dire, ou pas, peut-être pas des urgences, mais des cas un peu plus, plus durs par rapport à la semaine, je trouve que la relation que l'on a avec le patient, elle est beaucoup plus apaisée les week-ends qu'en jour de semaine. Après, il faut peut-être comprendre, je pense que les patients, voilà, ils sortent de leur travail, ils ont eu une très lourde journée, donc ils doivent patienter à la pharmacie, et en plus, c'est long. Parce que dispenser une ordonnance, je pense que les patients, même les auditeurs qui vous écoutent, doivent comprendre que dispenser une ordonnance, c'est vraiment pas, et je sais qu'on leur dit à chaque fois ça, mais c'est vraiment pas comme si j'allais acheter mais j'ai rien contre, hein, mais chez le boucher ou le boulanger un aliment. C'est vraiment, il faut prendre en compte beaucoup de choses. Comme je l'ai dit au départ, si c'est pour elle, si elle n'a pas d'allergie, des interactions, beaucoup de choses, et c'est assez long. Quelle est la partie la plus difficile dans votre métier et dont on parle très peu? Je pense que c'est le relationnel avec le patient. C'est la partie la plus dure. C'est vrai que et la partie administrative. Oui. Je pense que c'est vraiment les deux parties les plus horribles. Encore le relationnel, bon,
Si j'ai fait pharma d'officine, c'est que vraiment voilà, il y avait le contact patient que je voulais. Mais comme on l'a évoqué depuis la Covid, les relations sont, enfin la relation patient-pharmacien, elle a évolué pas dans le bon terme. Je trouve voilà, ils sont beaucoup plus exigeants. On est tous de moins en moins patients. Et la partie administrative, parfois, je trouve que pour dispenser quelque chose, toute l'administrative qu'on doit pas remplir juste pour dispenser cette chose-là, non, je trouve que ça bien. C'est vrai que côté patient, on voit que nos ordonnances, mais on voit pas tout le travail invisible et administratif que vous devez faire entre les commandes de médicaments, de parapharmacie. Ça ressemble à quoi? Comme on n'a pas d'ordonnance pour l'imaginer, à quoi ça ressemble? Ah, alors c'est tout ce qui est, par exemple, voilà, on a enregistré une mutuelle et la mutuelle ne paye pas. L'envoi à la sécurité sociale de papier, la prise en charge de certains patients qui est beaucoup plus compliqué. Il faut demander des accords auprès de la sécurité sociale, envoyer des mails, tout ce qui est envoi aussi de mails à d'autres pharmacies pour pouvoir faire des préparations. Non, il y a toute cette partie-là. Et il y a toute la partie gestion aussi de la pharmacie. Remplir les tiroirs, faire les périmés, changer les étiquettes, réceptionner, faire tourner les produits. Non, il y a tout ça. Il y a aussi la partie formation. Parce que une fois qu'on a quitté la fac ou une fois qu'on a quitté l'école pour les préparateurs, il y a toute la partie formation continue. Il y a des nouveautés, il faut se mettre à jour. Donc oui, il y a toute cette partie-là. Et à quoi ressemble une journée type pour vous, Adila? Alors, une journée type, c'est déjà prendre un café avant de penser la base. Alors, une journée type. Alors, moi, en tant que pharmacien, comme je fais du contrôle d'ordonnance avant l'ouverture, moi, je viens 5 à 10 minutes avant l'ouverture de la pharmacie pour pouvoir donc déjà ouvrir tous les postes, vérifier que les postes fonctionnent, anticiper, c'est-à-dire mettre le papier, ça paraît vraiment bête, mais mettre le papier dans l'imprimante pour pas se retrouver à court de papier, changer le rouleau de la carte bleue pour pas se retrouver là aussi sans papier, mettre des sacs partout dans tous les postes pour pas courir. Donc c'est ça, déjà je vérifie cette partie-là. Ensuite, ma préparatrice arrive, elle s'occupe de la partie réception de commandes médicaments. Moi, je fais mon contrôle d'ordonnance. Donc le contrôle d'ordonnance, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a fait comme délivrance le jour même. Moi, j'essaie de le contrôler le lendemain. Ça nous permet d'éviter de repérer les erreurs et que si on a repéré les erreurs, nous, en tant que pharmacien, on aille voir le patient, on l'appelle et on lui dit voilà, on s'est trompé, changer le médicament. Je pense que c'est plus facile que ce soit nous qui repérons l'erreur et qui montrons au patient que l'inverse, que le patient vienne et qu'il soit en colère, qu'il dise ouais, vous avez fait cette erreur-là, donc on fait ça. Donc après, il y a la réception de commandes, il y a les premières dispensations de médicaments. Ensuite, il y a les réceptions de commandes, donc para. Et généralement, c'est plutôt le lundi, le mardi et le mercredi que l'on a ça. Après, ouais, c'est plutôt ça, dispensation et réception de commandes et parfois négocier avec des patients pour qu'ils puissent prendre des traitements. Mais c'est vrai parce que je vous assure, mais moi c'est ce que j'adore en plus, comprendre pourquoi un patient ne veut pas prendre son traitement. Lui faire comprendre que oui, ce traitement-là, c'est pas comme un antidouleur. Quand j'ai une douleur, je le prends, ça s'arrête. Et que ce médicament-là, parfois, il est amené à le prendre à vie. Lui faire comprendre ça, essayer de négocier avec lui. Bon, il faut le prendre le matin. Ah non, mais moi, le matin, je peux pas. Ah ok, donc essayer de le prendre le midi ou le soir. Ah non, mais celui du soir, je l'oublie parce que je prends jamais rien le soir. Ok, le basculer au matin. Si on le peut, si voilà, il n'y a pas de contre-indication et autres. Voilà, négocier avec des patients, faire de l'administratif, voir les dossiers qui sont pas été payés, etc. Les patients dans cette pharmacie de quartier voient le pharmacien comme voilà du commerce de proximité, donc parfois voilà un oubli de carte, mais je veux quand même mon médicament, donc on donne le médicament, on appelle ça une avance en fait, on donne le médicament, mais en contrepartie on attend l'ordonnance. Mais parfois il y a des patients qui attendent qu'ils ne reviennent jamais avec l'ordonnance. Donc voilà, il y a toute cette partie-là à voir. Il y a d'autres aussi, il faut aussi négocier avec les patients, leur dire que voilà, un médicament, en fait, c'est pas l'État qui nous le donne gratuitement, c'est nous qui l'achetons et qui le vend entre guillemets au patient, mais que le patient ne voit pas parce que il y a la prise en charge de la sécurité sociale et il y a sa mutuelle. Donc voilà, il faut aussi discuter là-dessus. Toujours dire, ah oui, ça aussi. Toujours argumenter sur le fait que les pharmaciens, non, ne sont pas des assassins, parce que pendant la période de Covid, on a eu ça aussi, pharmaciens assassins parce qu'on vaccinait.
faire comprendre que le pharmacien n'est pas un vendeur et que voilà, que les pharmacies ne sont pas des toutous, des lobbies industriels pharmaceutiques. Ça aussi, il faut aussi se battre avec ça. Mais bon, moi, ça va, ça peut être dérangeant. Après, je pense que ça dépend de l'humeur dans laquelle on est, mais voilà, franchement, c'est ça. Dans la journée, j'ai ça. Surtout dans les pharmacies de quartier, j'ai vu beaucoup de ça. Et après, on finit en fin de journée à encore une partie administrative. Donc, compter les cartes, les caisses, lancer ce qu'on appelle la télétrans. Donc, c'est-à-dire qu'on envoie en fait les ordonnances à la sécurité sociale pour qu'elle puisse nous rembourser la partie et envoyer aux mutuelles aussi. Et puis voilà. Ok. On a parlé du café, mais quel est votre premier geste ou rituel en arrivant dans la pharmacie? Dans la pharmacie, comme c'est une pharmacie qui est sur 2 étages, la première chose que je fais, c'est, ça reste très technique, hein, c'est vraiment, j'ouvre, je regarde que tout est en place et j'allume les ordi. Vraiment, le premier truc, c'est allumer les ordi et voir s'ils fonctionnent. Vraiment, j'ai vraiment la peur de la technologie, me dire que voilà, ça me plante et que je saurais pas comment me faire pour me débrouiller. Et pour moi, ce qui est vraiment très important tous les matins, c'est le contrôle d'ordonnance. Oui. Parce qu'on est pharmacie de quartier, on fait beaucoup d'ordonnances. On est dans un quartier où il y a beaucoup de prescriptions. Donc, c'est le contrôle d'ordonnance. Moi, mon premier geste, c'est ça, quoi. Qu'est-ce qui surprend toujours ceux qui découvrent votre métier? Ah, c'est une très bonne question parce qu'on a une stagiaire. Et je vais poser la question, je vais dire, qu'est-ce que tu t'as remarqué, tu t'es dit, voilà, en pharmacie, non, mais j'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire ça en pharmacie. Et elle m'a dit, faire un peu être assistant social. En fait, c'est parce qu'il y a des patients qui arrivent. Après, on est dans un quartier, voilà, on est dans le nord-est, donc on a des patients qui ne parlent pas le français. Et ils ont des démarches de santé à faire. Et ils viennent nous voir pour qu'on les aide à faire leur démarche de santé. Alors c'est vrai que moi au début, parce que je suis vraiment pas administrative, donc au moment quand j'ai vu les lettres, moi je me suis dit mais waouh, mais même moi je suis pas partie à l'école, je comprenais pas, enfin j'étais vraiment perdue. Mais au fur et à mesure, voilà, on apprend à les rediriger. Mais c'est vraiment cette partie, on va dire à aide qui va au-delà juste du simple de la dispensation du médicament. C'est vraiment autour. Je vous assure, ouais. Et moi, je l'ai senti. Notre stagiaire l'a senti aussi. Donc, c'est vraiment cette partie-là. Mais c'est vrai qu'au début, c'est très dur. C'est très dur. Nous, on a envie, hein. C'est pas parce que on n'est pas, on n'est pas la caisse de la sécurité sociale. On n'est pas les banquiers de la sécurité sociale. Non, on veut et on fait le serment parce que le pharmacien fait un serment. Le médecin fait le serment de Hippocrate. On fait le serment de Galien. Donc, on fait un serment. Nous, on a envie d'aider, mais après, il y a la loi et on peut pas outrepasser la loi qui nous dit, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Est-ce qu'il vous arrive justement d'être en lien avec les patients, avec les médecins qui prescrivent les ordonnances quand vous remarquez qu'il y a une forme d'anomalie ou de danger pour le patient? Eh ben ça, je vais vous dire, je sais pas si on a le droit de donner des noms, mais moi je vais donner des noms. Non, parce que parce que je vous assure, on a le centre, un centre de santé qui est à côté de la pharma. On a des médecins, c'est des médecins généralistes pour la plupart qui nous prescrivent des médicaments. Et parfois, ça arrive qu'il y a, ils sont pas au courant d'un changement de traitement, etc. Ou qu'un médicament, parce que le médecin, il est spécialiste de la pathologie, de tout ce qui est symptômes, et que le pharmacien, lui, c'est le spécialiste du médicament. Donc, quand par exemple un médecin prescrit un comprimé sécable alors que le comprimé ne se coupe pas, on essaie de les appeler pour pouvoir discuter avec eux. Donc déjà pour les joindre, parce qu'ils sont dans un centre de santé, c'est compliqué. Et une fois qu'on a le médecin, je peux vous dire, je sais pas. Moi, je me fais toute petite, vous savez. Je suis obligée de parler tout doucement, mais genre vraiment, mais j'ai même honte de moi, quoi. Je me dis, mais Adila, t'es sûre que c'est bien toi? Oui, bonjour, docteur. C'est ça, c'est par rapport à ce médicament-là. Et on a le médecin. Vraiment, même que ce soit les nouveaux ou les anciens, je sais pas, ils ont une facilité à mal vous répondre. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais oui, on est
amené à discuter avec des médecins. Oui, on est amené à voir avec eux si le changement qu'ils ont fait ou ils sont au courant d'un changement ou c'est normal le changement qu'ils ont fait. Et la plupart du temps, c'est oui, mais oui, c'est oui et il n'y a pas de réponse et au revoir. Ah oui, c'est sympa. C'est sympa. Ou bien, moi j'ai déjà eu, par exemple, c'est un cas d'un patient à qui on a prescrit un médicament, donc des gouttes pour les yeux, mais à mettre sous forme dans la bouche. Et ouais, on a des petites folies comme ça de temps en temps, les pharmaciens. Exactement. Vraiment, on a ça. Et donc moi, j'ai appelé le médecin. C'était un ORL. Et je lui ai dit, là, je vois cette prescription de ces gouttes pour les yeux en bain de bouche. Et je lui ai dit, mais c'est pas compatible parce que d'une part, le médicament n'est pas fait pour. Et il y a des composés qui sont pas forcément compatibles dans la bouche. Et là, j'ai la réponse incroyable. Mais vous êtes pharmacien, vous dispensez ce qu'il y a sur l'ordonnance. Tic. Et donc, je me retrouve face au patient et je lui dis, façon, tu vas lui montrer la boîte. Elle dit là, il va voir, il y a écrit goutte oculaire. Donc, commence comme ça, montre-lui la boîte. Tu lui dis, voilà. Donc, moi, j'ai essayé de comprendre. En fait, on questionne beaucoup les patients. Il y a des patients qui sont ouverts, qui vous répondent. Et il y en a d'autres qui disent non, c'est ce qu'il a prescrit, vous le mettez et puis on discute plus. On les prévient des risques, on leur dit voilà, si ça pique, si vous sentez que ça irrite, vous l'arrêtez complètement et je dispense. Ou il y en a d'autres où là je dis voilà, peut-être c'est mieux d'avoir un deuxième avis et de voir un autre médecin pour avoir un deuxième avis. Après là c'est dur le deuxième avis, surtout c'est pour un ORL. Mais voilà, moi on informe aussi et puis soit le patient prend, soit le patient ne prend pas. Après ça voilà. Mais toujours je leur dis de prendre un deuxième avis si je vois des choses qui sortent du cadre. Bien sûr. Quel est votre plus beau souvenir dans ce métier? Mon plus beau souvenir, alors, c'était dans cette pharmacie. Il y a une patiente qui vient. C'est trop dommage, je ne sais pas citer le nom parce que moi, je l'adore maintenant. Elle vient, c'est une personne, je crois qu'elle est vietnamienne ou thaïlandaise. Elle vient pour des gouttes pour les yeux. Elle a les yeux mais rouge tomate. Elle vient, elle prend tout son traitement et à la fin, elle me regarde, elle me fait, mais vous savez tout le traitement et elle me parle, moi, elle sait pas très bien parler le français, mais elle me fait, tout le traitement ne marche pas. J'ai les yeux qui sont très rouges et je comprends pas pourquoi c'est très rouge. Et je lui fais, donc j'essaie de comprendre si c'est pas une allergie, si c'est pas lié au traitement. Elle fait, non, ça pique. Elle me dit que c'est très rouge, elle en peut plus, ça brûle et tout. Et elle me fait, et pourtant, je lave mes yeux tous les matins. Ah! Et donc là, je commence à comprendre. Et là, je dis, ok, là, c'est dur. Mais je continue. Mais j'ai repéré cette phrase, mais je continue. Je lui dis, ouais, mais je lave tes yeux et tout. Et après, elle me fait, ouais, mais moi, sous la douche et tout, je lave les yeux et tout. Et là, je commence à comprendre. Je lui fais, mais madame, vous lavez vos yeux avec l'eau du robinet ou de la baignoire, vous lavez les yeux. Elle fait, mais oui, parce qu'il faut se laver les yeux parce que c'est sale. Et là, je commence à comprendre. Je lui fais, ah, ok. Mais en fait, on a envie de rire parce que c'est trop cocasse comme chose. Mais, et là, je me dis, non, ok, en fait, c'est très bien de pouvoir laver les yeux. Vous avez vraiment le bon comportement. Mais par contre, c'est pas la bonne façon de faire. Et là, à ce moment-là, je lui propose, je lui dis, voilà, c'est plutôt du sérum physiologique à mettre. Et là, elle m'achète une boîte. Elle est pas très, très convaincue. Elle se dit, non, mais encore, qu'est-ce qu'elle va me vendre, celle-là? Et je vous assure, mais même mes collègues pourront confirmer. Elle revient 3 mois plus tard et elle me dit, mais regardez, ça a diminué à 75% et c'est vraiment vrai. Elle a plus ses yeux rouges. Elle fait, mais même le médicament contre les allergies, mais je le mets que 2 fois par semaine alors qu'avant j'étais obligée de le mettre 3 fois par jour. Et elle commence, c'est comme ça, à chaque fois elle me dit, ouais, ton médicament il est trop bien et tout. Et à chaque fois elle prend un petit paquet, elle me fait, mais attends, c'est celui-ci le vrai médicament, c'est pas tout ce qui m'a prescrit le médecin. Et je lui dis, mais pourquoi vous en avez pas parlé avec votre ophtalmo? Et elle me fait, non, mais mon ophtalmo il dit que je parle trop. Et donc il me dit oui, vous parlez trop et donc du coup il l'écoute pas du tout et elle nous a même donné des boîtes de chocolat pour pouvoir nous remercier, je vous assure. Pour pouvoir nous remercier, elle nous a même offert encore des gâteaux pour nous dire merci parce que voilà, j'ai pris le temps et vraiment j'avais pris 15 minutes je crois avec elle parce qu'au début je comprenais vraiment pas d'où venait le problème. Et une fois qu'on a découvert où est-ce que c'était et qu'on a proposé the solution à the patiente, et on n'en peut être que ravis et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment cette histoire-là.
Et à l'inverse, un moment difficile où vous avez douté? Où j'ai douté. Ouais, c'est ma première erreur de dispensation. Je me rappellerai, c'était une patiente qui vient pour son mari qui a subi une chirurgie orthopédique et on lui a prescrit pour éviter qu'il ait des caillots et donc une phlébite, on lui a prescrit des piqûres d'héparine, donc c'est le médicament pour éviter justement que des caillots se forment. Et moi j'ai vu héparine, mais j'ai pas donné la bonne molécule. Et donc je donne, et en plus je parlais en même temps avec la patiente et je dispense. J'avais pas relu sur la prescription. Et là elle revient, donc moi je lui donne et elle revient une heure plus tard. Rien que d'en parler, je commence je tremble et je commence à avoir un peu chaud parce que vraiment ça m'a marqué. Et elle vient énervée, elle dit oui, non mais vraiment c'est n'importe quoi cette pharmacie, ça fait des années que je viens et jamais on m'a fait ça. C'était pas dans cette pharmacie-là et jamais on m'a délivré un mauvais médicament. Non vraiment c'est n'importe quoi, vous pouvez tuer des gens, mais vraiment elle avait des mots assez forts. Et là je me suis dit bon bah c'est peut-être pas fait pour toi, t'es peut-être pas fait pour être pharmacienne d'officine. Et en fait non, c'est vraiment l'équipe et le titulaire qui autour vraiment qui me dit que voilà c'est une erreur, ça arrive à tout le monde, il faut pas s'en vouloir à la mort pour cette erreur là. Oui c'est bien d'avoir la conscience de se dire voilà j'ai fait cette erreur là, on me l'a reproché donc du coup je n'en referai plus, mais c'est aussi bien de mettre des moyens pour ne plus en refaire. Et après donc depuis ce jour-là on avait mis dans cette autre pharmacie le double contrôle où je sors les ordonnances, je me fais vérifier, on se fait tous vérifier et après on va dispenser en plus du contrôle d'ordo qui est fait le lendemain. On a commencé un peu à en parler. Quels sont les clichés qui circulent sur votre métier? Ah ouais. Franchement, vendeur de boîte, je vous assure, Momo. Et je pense que tous les auditeurs je sais pas, ils vont peut-être se reconnaître, mais pharmacien vendeur de boîte. Là, par exemple, c'est la période où on souhaite bonne année et bonne santé et beaucoup de patients disent ah non mais vous on peut pas à la pharmacie souhaiter bonne santé sinon votre chiffre d'affaires va diminuer. Vraiment, j'ai ça. Ouais, c'est plutôt et qu'on est à la botte des laboratoires pharmaceutiques. Ça, je comprends pas. J'ai pas de, je sais pas comment expliquer le fait que il y a ce genre de choses là qui arrivent. Ouais. Vous pensez que l'idéologie un peu, vous êtes lié à Big Pharma pour faire les ventes, c'est arrivé avec le confinement et l'idée que en fait les pharmacies, quand vous étiez mis à vacciner justement, vous avez parlé de pharmaciens assassins. Est-ce que c'est de là que vient cette idéologie où les pharmacies c'est un peu les mini lobbies de Big Pharma ou... Alors moi je dirais oui et non. Avant même la période de Covid, avec les déremboursements de certains médicaments, on a vu que quand nous on les proposait ou quand même c'était prescrit et on demandait on disait aux patients voilà il n'est pas pris en charge mais vous avez été prescrit ou il n'est pas pris en charge mais je vous le conseille. Dès lors qu'il fallait payer, il y avait déjà cet aspect un peu vendeur. Voilà parce que nous on demande de l'argent directement. Mais même quand on est étudiant au début on comprend pas. On pensait que c'était une prise en charge de la sécurité sociale. Au début, honnêtement, quand j'ai fait mon stage de deuxième année, on nous a un peu parlé du tiers payant et tout ça, mais on ne comprenait pas trop. C'était des notions un peu vagues. Et en fait, quand on a fait le stage et qu'on comprend, quand je suis restée à côté de la pharmacienne et qu'elle commence à demander des mutuelles, oui, mais votre mutuelle ne rembourse pas tout sur les médicaments et qu'il fallait commencer à payer, et c'est là où les personnes, soit elles vous disent qu'elles en ont alors qu'en fait elles en ont pas, soit elles vous disent ah mais vraiment à la pharmacie vous nous demandez vraiment de l'argent, pharmacien, vous avez les lobbyistes, des choses comme ça, vraiment vous travaillez pour des lobbyistes pardon, vraiment ouais c'était des choses comme ça, alors que quand on va chez le médecin non il y a la carte verte qui fonctionne. On ne demande pas d'avance, à moins que ça soit pas notre médecin traitant, mais voilà, on ne demande pas d'avance. Et donc, je pense qu'on a perdu cette notion de oui, c'est prise en charge par la collectivité. Et que oui, en pharmacie, il y a des choses qui sont prises en charge par la collectivité, mais d'autres non.
Comment se passe la scolarité quand on est médecin? Donc, on passe le concours à partir de quelle année? C'est une formation qui est commune aux médecins, ça Oui. je le sais. Mais après, on passe combien de temps dans sa scolarité avant de prêter son serment? Alors, oui, effectivement. Donc, on a donc la première année qui est commune. Alors maintenant, ça a changé. Moi, à mon époque, c'était comme ça. C'était, on a la première année qui est commune avec donc en médecine, pharmacie, sage-femme, kiné, dentiste. On passe deux concours, en premier semestre et au deuxième semestre, et c'est le classement un peu du deuxième semestre qui va nous dire voilà si on a réussi notre filière, enfin on choisit. Et après, au résultat du deuxième concours, eh ben on sait si on a été pris dans la filière qu'on a choisie. Et après, donc moi j'ai fait pharma. En deuxième année, donc ma première année commune, moi je l'ai passée à Bobigny, Paris 13. Et ma deuxième, donc quand je suis passée en cycle pharma, donc j'ai fait ma deuxième année, j'ai fait mon cursus pharmacie à Descartes, donc à l'Observatoire Paris 6e, je crois que c'est. Et donc j'ai fait mon cursus là-bas, donc j'ai fait du coup 5 ans de pharmacie à la faculté de pharmacie de Descartes. Ok. Voilà. Et après, pardon, excuse. Non, on fait un stage en 6e année. Donc en fait, de la deuxième année jusqu'à la 5e année, on fait des petits stages d'une semaine dans une pharmacie. Voilà, juste de découverte, des choses, voilà, pour pouvoir bon, vraiment une semaine, moi j'avais pas vu grand chose, mais on fait une semaine. Et c'est vraiment le vrai stage qui est important, c'est le stage que l'on fait de 6 mois en pharmacie, dans une pharmacie d'officine. Pour ceux qui veulent choisir officine font ça. Et c'est là où on commence à faire des dispensations, de voir des ordonnances particulières, des choses comme ça. Je découvre aussi une autre chose en t'écoutant parler, c'est qu'il y a la pharmacie officine et il y a la pharmacie classique, j'imagine. Non, alors ouais, non, effectivement, ouais. Donc on a trois filières. On a la pharmacie d'officine, donc les pharmacies de ville. On a la pharmacie hospitalière et on a la pharmacie industrielle. Okay. Donc pour accéder à la pharmacie de l'hôpital, il faut repasser un concours. D'accord. Et après on a, je crois, 4 ans. Et après on est pharmacien hospitalier. Pour la pharmacie industrielle, je crois que c'est on passe des masters, des choses comme ça, et après on fait notre stage dans une entreprise de pharmaceutique où on peut faire, je pense, dans d'autres choses, mais j'avoue que j'y connais pas trop grand chose pour ça. Et officinal, on fait notre stage de 6 mois. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait faire ce métier? En fait, la pharmacie elle est en train de changer. Donc, je sais pas si le conseil que je vais donner va vraiment être utile à la personne, parce que je sais pas même moi, j'ai du mal un peu à me projeter, me dire dans 3 ans comment la pharmacie sera. Donc, oui, peut-être le contact avec le patient, ça je pense que ça changerait jamais. Vraiment aimer le contact avec la patientèle. Toujours se dire que dans une pharmacie, il y a toujours des choses à faire. Moi, je comprends pas les personnes qui disent que parfois il y a rien à faire en pharma, il y a toujours quelque chose à faire. Je pense que toujours, voilà, être dynamique, être à l'écoute, avoir de l'empathie, à l'écoute des patients. Je pense que c'est ça les choses, ouais, les qualités à avoir. Je pense que c'est ça en fait. Si elle se dit qu'elle a ces qualités-là, eh bien oui. Elle peut faire pharma. Et avoir quand même une bonne connaissance en chimie. Est-ce qu'il y a une tradition ou un savoir-faire que vous aimeriez préserver? Pour la pharma. Les tiroirs? Non, je suis désolée. Pas les tiroirs. Je suis désolée. Pas les tiroirs. À moins que je donne ça aux apprentis, aux étudiants de deuxième année, mais non, pas les tiroirs. Je pense que ouais, pour moi, ce serait toujours le conseil pharmaceutique. Je sais que c'est pas quelque chose de très concret, de physique qu'on peut toucher, mais le conseil pharmaceutique pour moi, c'est vraiment quelque chose que je veux qu'on garde. Et la blouse, le fait de porter la blouse. Dans les par exemple là, quand je vous parle, je n'ai pas ma blouse. Mais moi, je me rappelle toujours le premier jour que j'étais venue, j'ai porté ma blouse, je voyais que personne portait sa blouse, j'ai fait bon, voilà, je vais pas la porter, sinon je vais plus me ridiculiser qu'autre chose. Donc ouais, la blouse et le badge, quoi. Qu'est-ce que ça change de porter la blouse? Je pense que ça fait de nous
on représente le professionnel de santé. La blouse, ça fait vraiment, c'est notre uniforme. Je n'ai jamais vu de pharmacien en blouse pour le coup. Ouais. Mais moi, je dis qu'il nous faudrait, pour moi, c'est vraiment la blouse et le badge. Je trouve pas ça. Moi, je trouve que c'est notre identité. Il y a pas de. Voilà, il faut que le patient qui arrive sache que ma collègue, c'est une préparatrice, que moi, je suis pharmacienne, qu'il y a un apprenti, qu'il y a un rayonniste, donc pour qu'on pourra différencier. Parce qu'il n'y a pas... Moi, je trouve que dans cette situation-là, on a une apprentie. Elle est derrière le comptoir, elle a pas sa blouse. Moi, je suis patiente, je viens pour mon enfant, je dis n'importe quoi, qui vient de tomber. Et je veux avoir... je suis inquiète et je veux avoir une réponse. Donc déjà, être rassurée et savoir quelle est quelles sont les choses à faire en fait pour pouvoir le soigner. Et je tombe sur mon apprenti qui me dit alors moi je suis pas pharmacienne mais je vais et moi je vais le temps de lui déballer tout. Alors moi je sais pas, je vais demander non, moi je ne sais pas encore moi je ne sais pas, je vais demander à la rigueur d'accord je préfère ça à la rigueur qu'on me vende un truc qui ne convient pas. Alors vendre dans le sens produit mais même vendre dans le sens conseil. Me dire des choses qui ne correspondent pas du tout, mais dire alors moi je ne suis qu'apprenti, aller voir mes autres collègues et aller redéballer ça, je trouve que ça se fait pas. Je trouve qu'il faut distinguer un apprenti d'un apprenti déjà par le badge, par la blouse différente et ensuite pharmacien préparateur. C'est après le patient sait auprès de qui qu'il est pris en charge, il sait que ce sont des professionnels et puis voilà. À quoi ressemble la blouse d'un pharmacien? Elle est blanche. Alors, elle peut être blanche. Après, suivant les groupements, parce qu'il y a plusieurs pharmacies, il y a des pharmacies qui sont dans des groupements. Et là, vous avez un peu la blouse imposée par le groupement. Donc, elle peut être noire, elle peut être de toutes les couleurs que l'on veut. Ok. Elle veut vraiment être de toutes les couleurs que l'on veut. Ok. Qu'est-ce que ce métier a changé en vous comme personne, Aguila? Peut-être plus confiance en moi et être plus autonome. Parce qu'une fois qu'on est diplômé, le titulaire, il a besoin d'un pharmacien au comptoir dès le matin qui puisse gérer certaines situations qui sont difficiles. Et il faut avoir les nerfs solides, il faut être avoir cette capacité à gérer, de pas s'affoler, alors que moi j'ai un don, c'est de m'affoler quand j'ai une situation qui change de ma situation habituelle, d'avoir des bons réflexes, c'est ça, être et anticiper. Voilà, maintenant j'anticipe un peu plus. Bon, je suis un peu au début de ma carrière, mais j'anticipe, je suis plus, on va dire, j'ai un peu plus confiance en moi et je suis un peu plus autonome. Et si votre métier était une image, laquelle ce serait? Un phare. Ah. Ouais, un phare. Honnêtement, un phare avec ces lumières qui guident les navigateurs pour pas qu'ils se prennent, pour pas qu'ils échouent en mer. Je pense que vraiment, ça serait ça. Je vois vraiment. On dirait Dieu qui guide. Non, c'est vraiment un phare. Vraiment, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un phare. C'est très beau. Vous avez un petit peu commencé à en parler quand on parlait des conseils à donner. Vous disiez que l'industrie pharmaceutique va beaucoup... Moi-même, je fais l'erreur entre pharmacie et Big Pharma. Non, pas de souci. Mais comment voyez-vous ce métier évoluer dans les 20 prochaines années? Alors, 20 prochaines, c'est un peu... Vraiment, déjà, même dans les 3 ans, je pense que ça sera beaucoup plus informatisé. Moi, je dis, la pharmacie qui va mourir, c'est la pharmacie qui n'a pas réussi à s'informatiser. À introduire les nouvelles technologies, même le robot, ou même faire en sorte. Alors je sais que c'est optimiser, l'optimiser, la gestion, optimiser sur le personnel, l'optimisation. C'est un grand mot, mais c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à mieux nous organiser. Celle qui optimise le moins, c'est celles qui vont mourir. Intégrer les nouvelles missions qui nous ont été données accordées par l'État, donc tout ce qui est entretien, faire des dépistages de l'angine, des infections urinaires, des nouvelles missions. Vraiment, il faut les faire. Et je pense qu'on sera moins centré sur le médicament parce que le prix du médicament baisse en continu. Donc, ça sera plus sur le médicament, ça sera plutôt sur les conseils associés, les entretiens, les nouvelles missions, ça sera plutôt ça.
Ce serait ça. Mais après, en 20 ans, je pense que c'est un peu... Tout ce que je ne souhaite pas, en tout cas, au Mousse, c'est que la pharmacie soit intégrée dans le Leclerc et que je sois une pharmacienne qui va travailler dans le Leclerc avec mon petit rayon pharma. Ça, je veux surtout pas. Oui, les pharmacies à l'américaine. Exactement, c'est ce que je ne souhaite vraiment pas. Je souhaite vraiment pas. Je veux que le pharmacien garde son indépendance, que ce soit des pharmaciens qui achètent des pharmacies, pas de financiarisation de l'officine. Je veux pas qu'il y ait des personnes étrangères à la pharmacie, étrangères à la profession qui rentrent dans la gestion de la pharmacie. Et je veux pas non plus qu'on soit dans des supermarchés. Non. Vous disiez que vous étiez encore au début de votre carrière. Oui. Et quand vous repenserez à ce métier dans 20 ans, oui. Qu'aimeriez-vous qu'on retienne de vous? En tant que très bonne pharmacienne, ça veut tout dire, mais dans le sens où j'ai très bien accompagné mes patients. J'ai vraiment réussi à accompagner. Pour moi, le patient c'est ça. Les patients qui me disent vraiment c'était une très bonne pharmacienne, elle a réussi à m'accompagner, elle a réussi à me suivre, elle a été là à chaque moment de ma maladie. Je pense que c'est ça. En tout cas, vous avez déjà lancé un bon début parce qu'il y a une patiente qui se souvient de vous parce que vous lui avez sauvé ses yeux grâce à une physio. Je vous assure. Mais je m'y attendais même pas qu'elle vienne avec cette boîte de chocolat. Pour moi, c'est bon, c'était fini. Et vraiment, qu'elle est venue, qu'elle ait dit, qu'elle est venue avec cette boîte de chocolat. Moi, j'étais vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. Vraiment, c'est au-delà de ce que j'espérais en fait. Donc voilà, juste dire simple merci. Pour moi, c'était plus que ça, quoi. Et vraiment, ça m'arrive, parfois dans mes moments un peu difficiles où voilà, j'ai eu un patient assez compliqué à gérer ou des choses assez compliquées à gérer, je repense à cette patiente-là et vraiment ça rebooste quoi. Ça rebooste vraiment, c'est incroyable. C'est le meilleur médicament pour le pharmacien. Je pense que c'est ça, que c'est ça. Merci d'avoir écouté Arts et Métiers. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser 5 étoiles. Et si vous souhaitez vous aussi raconter ou suggérer un métier, écrivez-moi sur artsetmétiers.podcast@gmail.com. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau métier et pour une nouvelle personne.